Erreur biblique fondamentale en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais, s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jean 12, 24. La génération spontanée. Histoire d'une hypothèse persistante. La génération spontanée, ou abiogenèse, est la plus ancienne des théories concernant l'origine du vivant sur Terre. Selon cette théorie, certains êtres vivants inférieurs, particulièrement les insectes, se reproduisent sous l'effet de facteurs physico-chimiques à partir de substances inorganiques. Ainsi, dans la Chine ancienne, on croyait que les bambous généraient des pucerons. En Inde, c'est la naissance de mouches à partir d'ordures et de sueur. Les inscriptions babyloniennes mentionnent des vers engendrés par la boue des canaux. Dans l'Égypte antique, grenouilles et crapauds naissaient du limon déposé par le Nil. Pour les philosophes grecs, la vie est propriété même de la matière, elle est éternelle et apparaît spontanément chaque fois que les conditions sont propices. Ces idées se retrouvent dans les écrits de Thalès, de Démocrite, d'Épicure, de Lucrèce et de Platon. Aristote réalise la synthèse des idées développées avant lui et érige la génération spontanée en véritable théorie selon laquelle les matières en décomposition engendrent des vers, de telle sorte que la terre ne produit que les plantes et les animaux conçus dès l'origine par le Créateur, par l'intermédiaire de germes qui ont été ensemencés dans les milieux favorables à leur développement. La génération spontanée passe le Moyen Âge et la Renaissance, de grands penseurs comme Newton, Descartes et Bacon la soutiennent. Au milieu du XVIIe siècle ont lieu les premières expériences sur la génération spontanée. Jean-Baptiste Van Helmont, un médecin flamand, prétend obtenir des souris avec des grains de blé et une chemise imprégnée de sueur humaine. Menées sans réel esprit critique, ces expériences renforcèrent cette idée fausse au lieu de la remettre en cause. Dans son traité de 1668, le médecin naturaliste italien Francesco Rodi démontre que les asticots n'apparaissent pas dans la viande en putréfaction lorsque l'on prend la précaution de recouvrir les bocaux qui en contiennent d'une très fine mousseline. En 1674, le savant hollandais Antoine van Leeuwenhoek effectue les premières observations de micro-organismes à travers un microscope de sa fabrication. Dès lors, on découvre des micro-organismes partout. Les adeptes de la génération spontanée trouvent là un nouveau champ d'application pour leurs idées. En 1718, Louis Joblot démontre expérimentalement que les micro-organismes résultent d'une contamination par l'air ambiant. Il ne réussit pas à convaincre les naturalistes, qui considéraient le monde des micro-organismes comme le bastion le plus significatif de la génération spontanée. Même Buffon pense que la nature est pleine de germes de vie capables de s'éparpiller lors du pourrissement puis de s'unir pour produire des microbes. John Needham, l'ami gallois de Buffon, chauffe différentes substances organiques dans une fiole hermétiquement close pour les stériliser. Après traitement, toutes les solutions foisonnent de microbes. En 1768, le naturaliste et abbé italien Lazzaro Spallanzani reprend les expériences de Needham en portant les solutions à des températures plus élevées et une ébullition suffisamment prolongée. Il détruit les micro-organismes, montrant ainsi que des solutions de micro-organismes bouillis puis scellés devenaient stériles. Mais il en faut plus aux partisans de la génération spontanée, ils nient donc l'évidence, et même l'utilisation concrète des méthodes de Spallanzani faites par Nicolas Appert, en 1800, en vue de la conservation des aliments, appertisation. En 1836, le naturaliste allemand Theodor Schwein apporte une preuve supplémentaire avec des expériences plus pointues. Une vive polémique s'engage sur l'effet de la température.
Spallanzani n'arrive pas à faire accepter l'interprétation scientifique, la croyance l'emportant sur la démonstration expérimentale. En 1860, Félix Pouchet, soutenu par un médecin anglais, Bastia, publie un traité dans lequel il développe une théorie de la génération spontanée étayée par de nombreux exemples expérimentaux qui sont en fait autant d'exemples de contamination par l'air extérieur. Entre 1859 et 1861, le chimiste et microbiologiste français Louis Pasteur met au point un protocole expérimental rigoureux de stérilisation. Son but est de démontrer une fois pour toutes et pour toujours que des produits stérilisés ou des matériaux biologiques aseptiquement prélevés ne fermentent que s'ils sont ultérieurement ensemencés par des germes microbiens. En introduisant ces germes dans des bouillons stérilisés, il découvrit qu'après une journée ou deux le bouillon grouillait de micro-organismes vivants. En 1869, le physicien britannique John Tyndall prouve, en exposant une boîte à la lumière, que la présence de poussière provoquait à un moment donné une putréfaction. En l'absence de lumière, aucune décomposition n'a lieu. Mais c'est véritablement Pasteur qui porta le coup de grâce à la théorie de la génération spontanée. De la graine de moutarde noire qui devient un arbre. Mais, ironiquement, il va quand même trouver le moyen de parler de graines et de se tromper. Voyez Jean, chapitre 12, verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais, s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. En vérité, cher Jean ou cher Jésus, un grain de blé ne doit pas mourir pour donner une plante. C'est tout le contraire. Mais il s'agit d'un préjugé populaire auquel ne semble pas échapper le Saint-Esprit, qui a inspiré les rédacteurs de la Bible. Et bien sûr, il ne s'agit pas non plus d'un verset isolé, puisqu'un autre apôtre prétendument inspiré, Paul, écrit dans la première épître aux Corinthiens. Mais, dira quelqu'un, comment les morts ressusciteront-ils ? Insensé, ne voyez-vous pas que les grains semés en terre par vous ne se vivifient point s'ils ne meurent d'abord ? Nous répondons que les insensés sont justement ceux qui prétendent assister à la mort de grains de blé semés en terre. D'ailleurs, le célèbre Thomas croyait lui aussi fermement que les graines devaient mourir pour germer. Il va résumer cette logique avec une célèbre formule: primum in generatione est ultimum in corruption. Alors, je ne parle pas latin, d'ailleurs personne ne parle latin sans doute, mais qu'est-ce que ça veut dire ? La génération commence là où la corruption finit. C'est ce que l'on appelle aujourd'hui l'hétérogénie, ou alors la génération spontanée. Concrètement, la génération spontanée est une production d'êtres vivants par des substances organiques ou inorganiques, sans germe, ni ovules, comme des cadavres, des excréments ou même de la boue. Sur la base de ce verset de Jean, elle a été adoptée par l'Église parce qu'elle expliquerait la création spontanée, ex nihilo, c'est-à-dire depuis le vide, depuis rien, de toutes les formes de vie pendant le récit de la Genèse, où il est dit par exemple que Dieu aurait créé l'homme à partir de poussière. Camille Flammarion, un astronome et un vulgarisateur scientifique français, écrit clairement, dès 1886, que la scolastique chrétienne, saint Thomas d'Aquin en tête, croyait à la génération spontanée, et sur une échelle autrement vaste. D'ailleurs, la Bible ne parle pas autrement. Et jusqu'où pensez-vous que cette erreur soit allée ? Il faut que je vous raconte l'histoire de la macreuse. La macreuse noire est une espèce de canard marin qui n'a a priori rien de particulier, sauf qu'à partir du 8e siècle est apparue la croyance populaire selon laquelle ce canard naissait à partir des coquillages. Un savant chrétien proche du roi d'Angleterre, Giraud de Bari, prétendit que ce miracle prouvait l'Immaculée Conception, à savoir la naissance de Jésus-Christ à partir de la Vierge Marie. En se fondant sur la Bible, beaucoup d'Européens croyaient d'ailleurs que les oiseaux étaient des poissons et non pas de la volaille. En conséquence, il leur était autorisé d'en manger pour le carême. Mécontent, le pape Innocent III en interdit sa consommation lors du 4e concile de Latran en 1215, mais sans renier la théorie de Giraud de Bari.
En 1672, l'Académie de physique de Caen s'attaqua à réfuter cette croyance sous la direction d'André Grindorge. Mais l'Église était tellement attachée à la génération spontanée que l'Académie royale et la Cour décidèrent de rejeter cette réfutation et la même année de retirer le financement à l'Académie. Ainsi, parce que l'Église catholique soutenait qu'un coquillage pouvait donner naissance à des canards plongeurs, l'Académie de physique de Caen, la première académie qui défendit l'importance de la preuve et de la coopération entre scientifiques, fut dissoute en 1672. Mais jusqu'à quand durera cette croyance ridicule, cette histoire de graines qui doit mourir pour germer? Voilà ce qu'écrit le physicien Émile Ségué. Les hétérogénistes du temps s'appuyaient sur les textes sacrés pour soutenir que la pourriture est la condition de la vie, et que la corruption donne naissance aux végétaux et aux animaux. C'est contre ces assertions que s'est levé Voltaire, toujours heureux de mettre l'écriture et les docteurs en contradiction avec les faits. Et en effet, on va trouver Voltaire qui écrit en 1765 « On sait bien aujourd'hui que le grain ne pourrit ni ne meurt en terre pour lever. S'il pourrissait, il ne lèverait pas. » Mais alors on était dans cette erreur et le Saint-Esprit daignait en tirer des comparaisons utiles. L'objection qui vient le plus naturellement aux chrétiens modernes est de considérer que Jésus n'est pas venu pour enseigner la biologie végétale. Et plutôt que de répondre moi-même à cet argument, je vais laisser parler une nouvelle fois Voltaire, qui, je crois, clôture le sujet. Les critiques, c'est-à-dire les Lumières, prétendent que Jésus et tous ses disciples ont toujours ignoré la manière dont toutes les semences germent dans la terre. Ils méprisent sa doctrine parce qu'ils se conformaient à l'erreur, alors universelle, que les graines doivent pourrir en terre pour lever, et ils soutiennent que Dieu ne peut pas être venu parmi nous pour débiter des absurdités reconnues. Mais on a déjà remarqué que Jésus n'a pas prétendu nous enseigner la physique. Mais, disent les critiques, si Jésus ne voulait pas apprendre aux hommes les vérités physiques, il ne devait pas au moins confirmer les hommes dans leurs erreurs. Il n'avait qu'à n'en point parler. Un homme divin ne doit tromper personne, même dans les choses les plus inutiles. La question alors se réduit à savoir ce que Jésus devait dire et taire. Voltaire soutint d'ailleurs les expériences de Lazzaro Spallanzani en 1765, qui font suite à celles de Francesco Redi en 1668. Ces deux biologistes italiens ont tenté par divers moyens de prouver une nouvelle fois que la génération spontanée était une théorie erronée. Mais la réfutation officielle n'était pas encore là. À cause de l'influence de l'Église, aucune académie ne pouvait encore franchir le pas. Après maintes expériences, il a fallu attendre les résultats de l'expérience de Louis Pasteur en 1860 pour obtenir une réfutation officielle de la théorie par l'Académie des sciences. Même Georges Clemenceau, futur président du Conseil de la Troisième République, médecin de son état, était au début un partisan de la génération spontanée. Ce qui montre à quel point cette idée avait pénétré les esprits. Mais l'expérience du ballon à col de cygne de Pasteur était encore perfectible. Et c'est le physicien irlandais John Tyndall qui porta le dernier coup à la génération spontanée en 1872. Enfin. À cause d'un verset de 2 lignes qui parle de la mort d'un grain de blé, un pape s'est prononcé dans un concile contre la consommation pendant une période précise de l'année d'un canard produit par des coquillages, une académie des sciences prometteuse a fermé, et des centaines de scientifiques se sont farouchement opposés pour qu'enfin éclate la vérité. Et cette vérité est beaucoup plus grande, beaucoup plus importante qu'un grain de moutarde noire ou qu'un grain de blé. Elle n'est rien de moins que la démonstration que la religion chrétienne est fausse. Charles Ryrie, un théologien américain, écrit en 1972 que la superintendance des auteurs humains par Dieu est telle que, en utilisant leur propre personnalité individuelle, ils composent et rapportent sans erreur sa révélation à l'homme avec les mots de ses auteurs originaux. Il serait temps pour tous les chrétiens d'ouvrir les yeux sur l'erreur manifeste qui corrompt la prétendue perfection de leur religion. Un homme divin ne doit tromper personne, même dans les choses les plus inutiles. Génération spontanée. La génération spontanée est une notion aristotélicienne tombée en désuétude, faisant la supposition de l'apparition sans ascendant, d'êtres vivants à partir de la matière inanimée. Cette notion est similaire à la conception moderne d'abiogenèse. Diogène Laërce rapporte que, déjà Démocrite aurait mentionné que les atomes auraient pu en s'assemblant donner naissance aux premiers êtres vivants. Dans l'Organon,
Aristote mentionne l'apparition spontanée au bout de quelque temps des moisissures sur les aliments, des mythes sur la laine et des souris là où on entasse de vieux vêtements de façon prolongée, donnant naissance au concept de génération spontanée. Cette hypothèse qui a eu cours pendant 2 millénaires a été synthétisée dans l'Antiquité par Aristote à partir des diverses interprétations de l'apparition des organismes par les philosophies naturelles l'ayant précédée. Elle a été remise en cause par des scientifiques qui avaient réalisé des expériences au XVIIe siècle, comme le naturaliste italien Francesco Redi. Il faudra attendre jusqu'au XIXe siècle, où elle avait aussi pris le nom de spontéparité, ou encore d'hétérogénie, pour que celle-ci soit invalidée par Pasteur avec l'expérience de ses ballons à colle de cygne et sa découverte de la pasteurisation, ainsi que par les expériences de John Tyndall. Elle a alors été remplacée par la théorie microbienne et la théorie cellulaire. Historique. La croyance en la génération spontanée fit longtemps partie du sens commun, parce que l'apparition d'êtres vivants là où on n'en voyait pas est un phénomène d'observation courante. On continuait à croire que des souris pouvaient naître spontanément d'un tas de chiffons et des asticots sortir d'un morceau de viande. Les micro-organismes, microbes et levures, semblaient le produit d'une génération spontanée. Hors de cette compréhension animiste de la génération spontanée, c'est penser que la nature peut spontanément s'organiser pour donner l'existence à une forme de vie qui lui semble opportune. Théorie synthétisée par Aristote et soutenue par Descartes ou par les observations au microscope de Needham, son inexactitude fut d'abord démontrée expérimentalement par Francesco Redi, dans son traité Hesperiens Interno à l'âge Neurasion de Glincetti, en 16682 puis par le naturaliste Lazzaro Spallanzani en 17653. Au début du XIXe siècle, elle était soutenue par Geoffroy Saint-Hilaire et Jean-Baptiste de Lamarck. Ils considéraient tous deux que les formes de vie les plus simples, les infusoires, pouvaient encore apparaître actuellement par génération spontanée. De même, Antoine Béchamp a montré, par ses microzymas, une forme de génération spontanée de la vie. En 1859, quand éclate la controverse à l'Académie des sciences entre Louis Pasteur et Félix Archimède Pouchet, auteur d'Hétérogénie ou traité de la génération spontanée, elle est déjà une théorie hétérodoxe, rejetée par l'Académie des sciences IV. Les expériences soigneuses de Pasteur au XIXe siècle ont clairement établi que dans tous les cas supposés de génération spontanée, il y avait en fait des germes, des œufs, à l'origine des êtres vivants apparus, réfutant définitivement cette théorie. Dans un milieu isolé et convenablement stérilisé, la vie n'apparaît pas spontanément, du moins pas aux échelles de temps et d'espace typiques d'un laboratoire. La remise en cause de la génération spontanée a joué un grand rôle dans les mesures d'hygiène et d'asepsie contre le développement des maladies. Pouchet, l'inventeur de l'hétérogénie, est resté convaincu jusqu'à sa mort de sa théorie de la génération spontanée. L'hypothèse de la génération spontanée a aujourd'hui perdu tout crédit scientifique, y compris dans le cadre des recherches sur l'origine de la vie sur Terre. Adoption par l'Église. Augustin d'Hippone discute génération spontanée dans La Cité de Dieu et le sens littéral de la Genèse, en citant des passages de la Bible comme que les eaux produisent en abondance les créatures mouvantes qui ont vie, Genèse 1, 20, comme des décrets permettant la création permanente 5. Augustin a insisté sur le fait qu'apparaître comme ignorant du monde naturel ne donnerait pas une bonne opinion des chrétiens 6. D'autres auteurs ont mentionné la génération d'animaux à différents moments dans le récit de l'Exode, ainsi que l'incident de la ruche générée dans la carcasse du lion dans l'histoire de Samson au chapitre 14 du livre des Juges.
Même avec le déclin de l'influence de la science grecque, de la chute de l'Empire romain au 5e siècle au grand schisme avec l'Orient de 1054, la théorie de la génération spontanée n'a généralement pas été contestée et de nouvelles descriptions ont été effectuées. Le XIIIe siècle vit l'époque de la plus grande acceptation d'Aristote, réintroduit en Europe occidentale en traduction arabe. Avec la disponibilité des traductions latines, Albert le Grand et son élève, Thomas d'Aquin, l'aristotélisme atteignit sa plus grande importance. Albert le Grand rédigea une paraphrase d'Aristote, De Causi et Processu Universitati, dans laquelle il a enlevé certains commentaires par les savants arabes et incorporé d'autres sept. Les écrits influents de Thomas d'Aquin, tant sur le physique et le métaphysique, sont principalement d'influence aristotélicienne, mais ils montrent de nombreuses autres influences. 8. La génération spontanée est admise comme un fait dans la littérature jusqu'à la Renaissance, là où Shakespeare traite, en passant, des serpents et des crocodiles formés à partir de la boue du Nil dans Antoine et Cléopâtre. C'était fin. Isaac Walton soulève à nouveau la question de l'origine des anguilles dans Le Parfait Pêcheur à la ligne quand les rats et les souris, et de nombreuses autres créatures vivantes, naissent en Égypte, de la chaleur du soleil quand il brille sur la crue du fleuve. Bien que la vieille question de l'origine des anguilles soit restée sans réponse et que l'idée que les anguilles se reproduisaient à partir de la corruption de l'âge ait été mentionnée, celle de la génération spontanée des rats et des souris n'a suscité aucun débat neuf. Parmi ces nombreuses croyances, certaines avaient des implications doctrinales. Par exemple, l'idée que la variété de canards plongeurs connue sous le nom de macreuse émanait du crustacé connu sous le nom de bernacle des navires, eut des répercussions sur la pratique du jeûne pendant le carême. En 1188, Giraud de Barry, après s'être rendu en Irlande, fit valoir que le fait que la génération contre nature des macreuses prouvait la véracité de l'Immaculée Conception 10. Conséquemment, la consommation de cette espèce de canard plongeur était autorisée au cours du jeûne de carême lorsque la volaille était interdite mais le poisson autorisé, puisqu'on pensait qu'elle venait d'un coquillage. Il ne fallut rien de moins qu'un décret du pape Innocent III en 1215 pour mettre fin à cette pratique. 11. Contester la génération spontanée équivalait donc à contester les enseignements de l'Église et pouvait avoir de graves conséquences. Au début de 1672, le savant caénais André Grindorge réunit l'Académie de physique de Caen, fondée en 1662, autour d'un projet d'étude visant à réfuter la théorie selon laquelle la macreuse provenait des bernacles des navires. Lorsque Guy Chamillard, intendant royal de la généralité de Caen, à qui Grindorge avait confié les conclusions qu'il avait rédigées sur le projet auquel il avait travaillé personnellement, les soumit à l'Académie des sciences et à la Cour 12. Ces conclusions furent rejetées et, en représailles, la Cour décida de cesser de financer l'Académie qui, à court de fonds, fut acculée à la dissolution fin 1672. 13. Problème de la régression à l'infini. Le problème de la régression à l'infini est celui du paradoxe de l'œuf et de la poule. L'origine de tout être vivant multicellulaire est un œuf. L'origine d'un œuf de poule est une poule. Quant à savoir quel stade était le premier, on peut supposer qu'il n'y a pas de premier, que les poules et les œufs se sont succédés sans qu'il y ait jamais eu de commencement. Sous cette forme, cette hypothèse est incompatible avec ce que l'on sait de l'histoire de la vie sur la Terre. Il n'est pas contestable que les êtres vivants d'aujourd'hui aient évolué à partir de formes primitives unicellulaires. On pourrait encore croire à une régression à l'infini des unicellulaires, mais cette hypothèse se heurte à la finitude temporelle du système solaire. Pour échapper aux difficultés de la régression à l'infini,
il faut supposer que la vie peut apparaître spontanément sans transgresser les lois connues. Cela conduit à supposer que dans un océan sans vie, des molécules prébiotiques puis des unicellulaires primitifs ont pu apparaître. Après Pasteur, la question demeurait de savoir comment était née initialement la vie sur Terre. Deux théories voisines coexistent aujourd'hui. Naissance locale de la vie, par combinaison successive de molécules au cours de centaines de millions d'années sur des milliards de kilomètres cubes, jusqu'au moment où apparurent de premières molécules autoréplicatrices, plus proches vraisemblablement de l'ARN que de l'ADN déjà plus complexe. Panspermie, selon laquelle les premiers germes de la vie seraient venus de l'espace interstellaire. Celle-ci envisage donc l'apparition de la vie en plusieurs étapes sur des planètes différentes. Biologie et cosmologie. La théorie de la génération spontanée conduit à une vision unifiée de la matière et de la vie. L'apparition et l'évolution de la vie sont conçues comme des conséquences nécessaires de la dynamique de l'univers. Dès que des conditions adéquates sont réunies, de l'eau liquide, ce qui suppose une température adéquate, et des molécules organiques en abondance, autrement dit, de l'eau sale, la matière manifeste sa capacité d'engendrer la vie. D'une façon métaphorique, on peut dire avec Kaufmann que les êtres vivants peuvent se sentir chez eux dans l'univers, parce que la matière est comme la terre nourricière qui nous a donné la vie. Précision nécessaire, au premier temps de son existence, la Terre était une sphère de matière encore fluide et brûlante, bombardée en permanence par des météorites de toute taille. Les éléments qui la constituaient, comme les métaux et les substances minérales qui entrent dans la composition des roches, formaient un mélange assez homogène. Critique de Théophraste, modifier le code. Théophraste admet une génération spontanée chez les plantes et une génération normale 14. Je suis convaincu que l'origine des microbes procède d'un mode de reproduction similaire à celui des ferments, que toute présence, soi-disant spontanée de micro-organismes, résulte d'une erreur de manipulation. Je peux? Quoi? Oui, allez-y. Excusez-moi, j'étais perdu dans mes pensées. Et vous devriez prendre un peu de repos, monsieur Pasteur. C'est pas des heures à rester comme ça dans un laboratoire. Vous y êtes bien, vous? Moi, c'est pas pareil. Qu'en savez-vous? Peut-être que je travaille sur les mêmes matières que vous, mais d'une manière un peu différente. Vous vous moquez, monsieur Pasteur. Vous savez bien que j'y comprends rien à toutes vos histoires. Ou bien faudrait que vous m'expliquiez longtemps. Qui sait? Tenez, approchez. Approchez. Venez voir le vrai visage de votre vieil ennemi. La poussière. Tenez, regardez. Ces petites graines que vous voyez sont dans l'air qui nous entoure. Elle les dépose partout, pourvu que ces spores trouvent un terrain favorable. Elles germent et se développent. Comme des graines de pissenlit? Exactement. Sauf que l'œil ne les voit pas. Et voilà balayée toute la prétendue théorie de la génération spontanée. Erreur. Pasteur croit me faire taire, mais il n'a rien démontré. J'ai reproduit son expérience. Or, voyez, des microbes se sont développés. Et pourtant, l'air environnant avait été lavé de toute trace de germes. Non, monsieur Pouchet. Vous avez bien nettoyé l'air, mais le mercure qui vous a servi à fermer l'orifice a pu, lui, apporter les germes. Admettons que le mercure ait apporté les poussières. Mais comment expliquer que les microbes qui se trouvent dans les cultures soient d'un aspect différent de ceux qui sont dans l'air? Un fils ressemble toujours un peu à son père.
Je peux? Oui, allez-y. Victoire de l'Empire! Victoire des troupes de l'Empire! Victoire des troupes de l'Empire! La ville de Saïgon est entre les mains de nos soldats! Victoire des troupes de l'Empire! La ville de Saïgon est entre les mains de nos soldats! Victoire des troupes de l'Empire! En réalité, les objections de Pouchet n'ébranlaient pas la certitude de Pasteur. Chaque fois que l'expérimentation lui donnait tort, il en dissimulait les résultats et recommençait. Son seul objectif était de produire une expérience irréfutable. Alors, J'ai touché à rien. comment se comporte mon eau de levure aujourd'hui? Pas un microbe en vue. Elle est toujours claire comme de l'eau de roche. Parfait. Eh bien maintenant, regardez la suite. Vous permettez? Votre vieil ennemi. Hélas. J'ai déposé un peu de cette même poussière sur cette bourre de coton stérile. Cette fois, Pouchet n'a qu'à bien se tenir. Dans ce ballon, un air purifié. Dans ce tube, un air purifié aussi. Mais en prime, un peu de cette poussière qui nous environne et qui se dépose partout. Et maintenant, le loup dans la bergerie. À vous de me démontrer le contraire, monsieur Pouchet. Tout cela ne prouve absolument rien. Vous avez modifié l'élasticité de l'air, monsieur Pasteur. Votre expérience n'explique pas tout. Tant Il y a que déjà mon fort opinion longtemps. n'était pas formée, je n'avais rien à dire. Maintenant qu'elle est formée, je la dis. Les expériences de M. Pasteur sont décisives. Pour avoir des animalcules, que faut-il si la génération spontanée est réelle? De l'air et des liqueurs putrescibles. Or, M. Pasteur met ensemble de l'air et des liqueurs putrescibles et il ne se fait rien. La génération spontanée n'est donc pas. Et ce n'est pas comprendre la question que de douter encore. Scandale à l'Académie des sciences! Scandale à l'Académie des sciences! Les académiciens portent atteinte à la liberté des découvertes! Plusieurs années encore, l'affaire de la génération spontanée devait soulever des tempêtes politico-idéologiques. Mais les mécanismes découverts par Pasteur l'avaient déjà conduit plus loin. En analysant les germes contenus par l'air dans différents endroits de France, il allait s'apercevoir que leur densité, leur virulence étaient variables. De là apparaîtrait le rôle des microbes dans les maladies infectieuses. Il n'y aurait plus qu'un pas à faire pour mettre au point les premiers vaccins.